Bonjour à tous. Du coup, on va parler cet après-midi d'optimiser sa stratégie marketing avec l'IA. Donc, c'est une présentation qu'on a l'habitude de faire, auquel on a ajouté justement cette notion d'IA parce que c'est la tendance du moment. C'est des outils et des méthodes que vous devez utiliser au quotidien, je pense. Qui parmi vous a déjà utilisé ne serait-ce qu'un outil d'IA? Je pense au plus connu qui commence par chat. Voilà. Après, il y a d'autres outils. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Gemini, par exemple? Est-ce qu'il y en a à main levée, peut-être? Ok, super. Est-ce que parmi vous, j'aime bien faire des sondages, donc n'hésitez pas à participer au maximum. Est-ce que parmi vous, il y a des entrepreneurs, ok, des porteurs de projets, des étudiants, peut-être? Ok, yes. Des salariés d'entreprise? Ouais. Ok, donc c'est assez varié, c'est cool. Dans tous les cas, on va essayer d'adapter à tout type d'utilisation et on va voir qu'en fait ces outils, ils ont une puissance qui est quasi illimitée et on va pouvoir avec un peu de créativité, de bon sens et de la méthodologie voir comment les utiliser au mieux pour votre cas d'usage. Chacun va avoir son cas d'usage spécifique par rapport à son activité, que je travaille dans le e-commerce, que je travaille dans le service, que je travaille dans tout type d'entreprise ou que j'ai mes propres projets, je vais pouvoir l'utiliser de la meilleure des manières avec quelques petites règles qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Avant toute chose, je vais vous parler du programme. Le programme, c'est Google Atelier Numérique. Est-ce que parmi vous, vous avez déjà entendu parler du programme Google Atelier Numérique? Ouais, ok. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont pas levé la main, le programme Google Atelier Numérique, c'est des formations collectives dans toute la France, donc comme moi, qui va faire le tour de la région plus Occitanie. Il y a d'autres personnes qui sont à Paris, etc. et qui vont dispenser des formations en physique, comme on le voit ici, mais aussi en ligne, grâce à la mêlée aujourd'hui, ou sinon via notre chaîne YouTube, dans laquelle on va diffuser des lives, dans laquelle on va diffuser aussi des vidéos qui vont rester figées dans le temps et qui seront disponibles sur la chaîne. On a aussi, depuis quelques temps, lancé une hotline qui va permettre de vous accompagner sur vos projets. C'est des appels, donc on a mis le numéro, on le remettra à la fin, si jamais, pour que vous puissiez les contacter pour vos projets. Justement, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement personnalisé et gratuit en contactant ce numéro et donc en prenant rendez-vous avec un coach comme moi qui permettra de vous accompagner gratuitement sur votre projet. Google Atelier Numérique, initialement, qu'est-ce que c'est? C'est aussi la plateforme de formation en ligne qui permet d'être certifiante et va vous dispenser de cours sur le marketing digital. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà fait cette formation, Google Atelier Numérique en ligne? Ouais, peut-être? Ok. Ben, pour ceux qui sont intéressés, il faut savoir qu'on a une certification à la clé si vous complétez l'ensemble des cours sur la plateforme et donc qui s'appelle les principes fondamentaux du marketing digital, qui va balayer plus d'une centaine de sujets, qui va parler de référencement, de développement de sites, de publicité en ligne, d'analyse de données, de plein de sujets qui sont liés au marketing digital. La formation de cet après-midi, elle se veut interactive, donc n'hésitez pas à me couper en posant des questions. J'essaierai de les retranscrire au mieux et de répondre. Il n'y a pas de questions bêtes, hein. Vraiment, n'hésitez pas à poser des questions pour que ce soit interactif. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Vincent Duraigne. Je suis coach depuis 2015, donc ça fait un petit bout de temps que je connais le programme. Donc je vais essayer de vous parler de mon quotidien à travers l'utilisation des outils d'intelligence artificielle. Et donc je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce que je fais au quotidien pour aider les entreprises à être plus visibles sur Internet. Parce que c'est mon métier de tous les jours. Au quotidien, je fais du développement de sites Internet, du référencement, de la publicité en ligne pour les entreprises. Et donc, j'applique au quotidien les conseils que je vais vous donner aujourd'hui. On va parler du coup du lancement de son projet. Est-ce que, pour rappel, combien de personnes sont en cours de lancement de projet ici? Ok, super. Dans tous les cas, pour les gens qui ont déjà lancé leur projet, ça va permettre de les accompagner. Et pour ceux qui sont peut-être dans le flou, qui n'ont pas encore lancé de projet, ça peut vous donner au moins les bonnes méthodes pour pouvoir lancer une stratégie. Ici, on va parler du prompt avec une méthode en 5 étapes qui va vous permettre d'optimiser la façon dont on utilise les agents de conversation qu'on pourrait avoir, qui sont Gemini, ChatGPT, etc. Donc, le premier point de cette méthodologie, ça va être de donner un rôle à l'IA en lui déterminant une mission à travers le rôle qu'il va représenter. Par exemple, je vais pouvoir dire à mon assistant: tu es un expert en référencement naturel. Tu es un journaliste animalier. Tu es un expert en e-commerce spécialisé dans la maroquinerie. Plein d'exemples très concrets qui vont permettre de donner déjà un rôle à l'outil pour qu'il puisse se mettre dans ce contexte-là. Justement, le contexte, ça va être la deuxième des étapes,
qui va vous permettre de donner des exemples et du cadre à l'outil. Le fait de cadrer l'outil, ça va lui permettre de ne pas aller au-delà de ce qu'on attend et de rester dans le sujet, de ne pas faire un hors-sujet. Le troisième des points, ça va être de définir le format souhaité de réponse. On va pouvoir demander à Gemini, par exemple, de me faire un tableau des 50 mots-clés qui vont m'intéresser pour mon activité par rapport à ce secteur-là. Et donc, je vais pouvoir lui demander carrément un format de réponse. Je vais pouvoir demander à Gemini de me fournir une image en réponse. Je vais pouvoir lui demander de me fournir une liste à puces. Je vais pouvoir comme ça, en fait, lui demander plein de choses en termes de type de réponse qui vont être intéressants. Et en fait, en donnant toutes ces indications, ça va vous permettre d'avoir des réponses qui sont droit au but, qui vont à l'essentiel et qui vont vous permettre d'aller de l'avant par rapport à ça. La grosse erreur qu'on fait avec ces outils, c'est de rester trop évasif et trop vague par rapport aux résultats qu'on attend. Alors que si on respecte cette méthodologie, vous verrez que les réponses vont se raccourcir et qu'elles vont s'enrichir en termes de qualité de réponse. Et c'est ça la clé dans l'outil, c'est de le cadrer. Donc le format, c'est fait. Et ensuite, on va pouvoir lui imposer des contraintes en lui disant « Je t'impose de me faire une réponse en 200 mots, par exemple. Je vais pouvoir t'imposer de me faire un tableau de 30 lignes maximum. » Des choses comme ça. Et le fait de lui imposer des contraintes, ça va le forcer à condenser, à structurer une réponse claire. Et donc, vous pourrez justement en tirer le meilleur parti. Et c'est ça l'idée aujourd'hui, c'est de tirer le meilleur parti de ces outils. Parce que, comme vous pouvez le voir, ils sont disponibles et ouverts à tous. Mais du coup, ça peut être ouvert à tout type de recherche et des recherches qui seront, ou des requêtes pardon, qui seront trop évasives. Et si vous avancez dans cet outil comme ça, vous allez très vite être un peu agacé des réponses qui vont être trop longues, trop évasives, pas assez précises. Et donc, en respectant cette méthodologie, vous risquez d'avoir des réponses plus qualitatives, moins quantitatives en termes de longueur de texte, de longueur de tableau, etc. Et du coup, vous irez à l'essentiel. Et derrière, le test, c'est bien sûr d'apprendre des prompts qui vous ont réussi en termes de qualité de réponse pour les répliquer par la suite sur d'autres applications. Par exemple, dans le cadre de ma stratégie, je vais vouloir lancer d'abord tout mon marketing et derrière, je vais pouvoir potentiellement demander des trucs encore plus précises sur ma stratégie SEO, sur mon contenu, sur le positionnement par rapport à mes clients, sur les contenus que je vais poster sur les réseaux sociaux. Et donc justement, dans cet atelier, on va voir comment utiliser ces outils pour servir notre objectif de stratégie marketing. Sur les premières étapes d'une stratégie marketing, on va parler d'abord d'analyse stratégique avec le fait d'étudier le marché, d'analyser la concurrence, déterminer vos personas. Ça, c'est des notions, je pense, que vous avez tous déjà vues. Je pense que ça vous parle tous. C'est un peu la base d'une stratégie marketing, c'est de savoir comment on va s'adresser à notre cible, quelle est notre cible, quel est notre marché. Donc ça, c'est, on va dire, les premières étapes. On va essayer d'avancer un peu plus vite sur cette partie-là. C'est des choses souvent que vous avez déjà fait ou que vous savez faire. Moi, je vais essayer de vous parler de choses qui ont un maximum de valeur à travers le marketing digital. Et donc ici, on va parler d'abord de stratégie SEO. Est-ce que ça parle à tout le monde, le SEO déjà? Ok. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais entendu parler de SEO ou de référencement naturel? Ok. Pour faire une définition en une phrase, le SEO, c'est le meilleur moyen et un ensemble de techniques pour positionner votre site internet sur un moteur de recherche. Et donc, l'ensemble des bonnes pratiques pour le positionner le plus haut possible sur des mots-clés qui vont vous intéresser. Donc, on va essayer de mettre les IA au service de notre stratégie SEO. Je fais du SEO depuis 2013-2014 à peu près. Et la pratique, elle a beaucoup évolué parce que déjà, les moteurs de recherche, ils évoluent extrêmement vite, comme on peut le voir. C'est des milliers de mises à jour annuelles qu'on ne voit pas forcément, en fait, parce que nous, en tant qu'utilisateurs, ce qu'on va voir, c'est des résultats de recherche qui vont s'afficher quand on va effectuer une requête. L'idée de se servir de l'IA pour optimiser sa stratégie de référencement naturel, c'est de l'adapter à des pratiques qui existaient déjà avant l'arrivée des agents de conversation comme Gemini, au service de notre stratégie. Ici, on vous a mis les piliers du SEO qui sont standards, qui ne sont pas nouveaux, qui sont connus et transmis par tous les moteurs de recherche, c'est-à-dire que publiquement, on sait que ces critères-là, pour le SEO, sont les critères clés pour positionner votre site. Donc ici, on va parler de contenu pertinent et optimisé. Votre site, il doit être avec un contenu original, qui parle aux utilisateurs, etc.
Ensuite, on va avoir un autre critère qui est hyper important, c'est la structure technique du site. Et donc, c'est l'ensemble des bonnes pratiques qui vont faire que votre site il est accessible, qu'il est bien structuré, qu'il ait une bonne architecture, que l'accessibilité des pages et l'adaptabilité de ce site sur mobile soient au rendez-vous, etc. Ensuite, on va avoir tout ce qui est popularité. Ça, c'est l'ensemble des sites qui vont parler de vous auprès d'autres sites, en fait, et qui vont pointer des liens de votre site sur le leur. Par exemple, je suis dans les produits de football, donc je vends des crampons, des shorts, etc. Et je vais avoir un blog qui parle de football de manière générale et qui va faire un article qui parle de mon produit ou de mon site parce que je propose des tarifs compétitifs, par exemple. Et donc, ils vont faire un article sur moi et ils vont me proposer justement de mettre un lien qui va pointer vers mon site. Ça aussi, c'est un très gros critère pour Google qui viendra souvent dans un deuxième temps. En termes d'ordre, il faut vraiment le prendre dans l'ordre qui est affiché en termes d'ordre de priorité. On ne va pas faire un travail de popularité sans avoir optimisé les 2 points en amont. Donc la règle d'or, ça restera d'avoir un bon contenu de qualité, une bonne structure, puis ensuite d'envisager de travailler sa popularité, etc. Et ensuite, pour terminer, c'est la stratégie et l'analyse. Donc dans l'ordre, la stratégie, c'est comment vous allez mener à bien votre stratégie SEO. Donc comment on va faire perdurer notre stratégie au fil du temps. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai lancé mon site, j'ai créé mon contenu, j'ai fait ma structure, j'ai fait ma technique. Qu'est-ce qui va faire que mon site perdure dans le temps? Qu'est-ce qui va faire que mon site est mis à jour régulièrement? Et donc ça, c'est toute la stratégie SEO qui va découler de mon analyse. Et je vais pouvoir justement demander aux agents de conversation et à l'IA comment mettre en place une stratégie efficace par rapport à mon site actuel. Premier cas concret d'utilisation en SEO, c'est le choix des mots-clés pertinents. On va pouvoir demander à un agent de conversation comme Gemini, comme ChatGPT, de nous générer des mots-clés qui sont pertinents par rapport à notre activité. Et donc, on va reprendre les bons critères et la bonne méthodologie qu'on a vu précédemment dans le prompt qu'on va demander à l'outil, à l'agent de conversation. Donc là, on vous a mis une liste de 3 outils, c'est Copilot, ChatGPT et Gemini. Copilot, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'outil côté Microsoft, je crois. Je ne l'ai pas utilisé personnellement, donc je ne saurais pas trop vous dire comment il fonctionne. Pour avoir utilisé les 2 autres, par contre, il fonctionne très bien. On me demande souvent, qu'est-ce que tu préfères, Vincent, entre ChatGPT, Gemini, etc. Je trouve qu'ils sont tous très bien. De façon objective, il va falloir les tester et vous faire votre propre avis parce qu'en fait, en fonction du secteur, du contexte et du besoin que vous en avez, les outils seront légèrement différents. ChatGPT est plus ancien, donc il a plus d'apprentissage que Gemini, qui a été lancé un peu plus tard. Donc ça peut vous servir déjà. Gemini va faire appel à d'autres outils qui sont collaboratifs. Par exemple, si je demande à Gemini de générer un tableau, il va me le faire et je vais avoir la possibilité de l'exporter dans Google Sheets. Donc il va y avoir des branchements comme ça qui seront peut-être intéressants, chose que ChatGPT ne fait pas forcément parce qu'il n'a pas la connectivité avec les outils Google, étant donné que ce n'est pas Google. Voilà. Gemini pourra afficher des images du moteur de recherche côté image du coup, et il pourra aussi se baser sur les données du moteur de recherche Google. Donc voilà, il y a quelques connectivités qui sont intéressantes, mais vraiment au cas par cas, c'est à vous de vous faire votre propre avis des solutions. Il y en a plein. Prenez celle qui vous correspond le mieux en termes de réponses que vous avez. Et n'hésitez pas même à confronter les deux en faisant le même prompt sur l'un et sur l'autre pour voir les résultats qui correspondent. Et celui qui vous plaît le plus, il faut aller avec. Il ne faut pas hésiter de temps en temps de se dire tous les 6 mois, je réactualise, je refais un prompt sur l'outil pour voir s'il a évolué et pour voir si l'un ou l'autre est mieux. Une fois que j'ai fait ça, je ne vais pas avoir des informations qui m'intéressent ici. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir la volumétrie. La volumétrie, c'est important. C'est-à-dire qu'en fait, OK, l'outil va me proposer des mots-clés pertinents pour mon activité, mais en fait, ça sera peut-être des mots-clés qui me définissent, mais qui ne sont pas recherchés ou pas suffisamment par les internautes. Donc c'est un très bon moyen pour mettre à plat, encore une fois, visualiser. Ça ne va pas tout faire non plus. Donc je ne veux pas vous dire de faire 100% avec ces outils. Ces outils ils vont vous permettre de condenser votre discours, de synthétiser des réflexions et des idées. C'est en aucun cas un outil all-in-one. C'est-à-dire que ce n'est pas un outil tout en un. Il va falloir utiliser à bon escient, avec parcimonie, et derrière, l'intégrer à des outils qui existaient déjà avant l'arrivée de ces outils,
Je pense à SEMrush, à Ubersuggest, ou même je vous invite à noter un troisième outil qui peut faire ce travail aussi, c'est Google Keyword Planner, ou le planificateur de mots-clés de Google, qui va vous faire les mêmes résultats, du moins pour la partie volume de recherche. C'est-à-dire que l'outil me génère des idées de mots-clés sur lesquels je pourrais me positionner, ça peut me donner des idées sur la structure de mon site, mais derrière, je veux savoir quel est le volume de recherche mensuel pour les mots-clés que l'outil m'a générés. Dans ce cas-là, je les confronte à d'autres outils qui sont SEMrush, Ubersuggest ou Keyword Planner. Et dans ce cas-là, j'aurai du volume de recherche. Pareil pour la structure de mon site, je ne sais pas trop comment structurer mon site. Je vais pouvoir demander des outils d'IA générative de me générer une structure, de me suggérer, de me proposer une structure. Donc là, c'est sous la forme d'une liste où je vais avoir le nom des pages et à l'intérieur la structure simplifiée des pages. Donc ça aussi, ça peut être une très bonne piste de réflexion, à voir les résultats qu'ils vous proposent, bien sûr. Plus on donne de contexte, encore une fois, plus on va avoir un résultat pertinent. Là, ici, le prompt, il est assez simple. Je vais pouvoir le rendre encore plus complexe en faisant, par exemple, des précisions sur le type de site que je vais avoir. Je veux que tu me fasses la structure de mon site orienté e-commerce pour un site d'articles de pêche, par exemple. En ayant pour catégorie principale les différents types de pêche, à l'intérieur de ces catégories, des sous-catégories liées au type d'article, etc. Et donc, en fait, plus je vais, encore une fois, cadrer le travail de l'outil, plus il va me sortir un rendu qui sera pertinent. Donc là aussi, c'est à vous de vous remettre en question. Si vous vous dites l'outil est pas fou parce qu'il me sort des résultats qui sont un peu à côté de la plaque, il faut essayer de se remettre en question en se disant est-ce que si je ne faisais pas un prompt plus précis avec plus de cadres, j'aurais pas des résultats qui sont plus intéressants. Donc pensez-y, si vous commencez à avoir des résultats qui sont trop évasifs, pas assez précis, etc., reprécisez le prompt. Il y a une petite astuce que j'utilise très souvent aussi quand je ne sais pas comment prompter, parce que là, en soi, je vous montre deux utilisations que vous pouvez appliquer directement, ça marchera. Si jamais vous avez une finalité que je ne vous liste pas ici, qui pourrait vous intéresser, il y a une astuce qui est hyper intéressante, c'est de demander à l'outil qu'est-ce qu'il aimerait comme information pour pouvoir réaliser la tâche que vous allez lui demander. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai envie, par exemple, de me faire pareil que l'architecture du site, mais l'architecture de ma page. Et donc, je veux qu'il me fasse une architecture de page pour une page catégorie e-commerce, par exemple, un truc très précis. Dans ce cas-là, je peux demander à l'outil, donne-moi les informations dont tu as besoin pour que je te fasse un prompt qui te demanderait de me faire une structure de page orientée SEO avec le bon balisage, par exemple. Et donc, derrière, il va vous répondre avec toute la liste des infos qu'il aimerait recevoir pour que vous fassiez le prompt adapté. Donc ça aussi, c'est une petite astuce, mais vous pouvez le faire sur tout. Que ce soit une utilisation business, une utilisation perso, une utilisation de tout ce que vous voulez. Ça, c'est une astuce qui marche plutôt bien. Ici, je vous parle aussi de la rédaction d'un article de blog. Alors, je mets un gros point d'alerte sur cet élément. On me pose souvent la question, est-ce que je dois faire rédiger l'outil à 100% et intégrer sur mon site? Qui pense que oui? Qui pense que non, du coup? Qui ne sait pas, du coup? Ok. Alors, concernant la rédaction par les outils, ce sera toujours potentiellement détectable par des robots, déjà. Il faut savoir qu'il y a comme un système de watermark dans les images qui permettra, grâce à des chaînes de caractères et grâce à des algorithmes, d'être détecté par un moteur de détection, comme Google pourrait l'utiliser, etc. Donc, il y a toujours un risque d'être détecté par des moteurs, par des algorithmes qui détectent du coup que ce texte a été généré par IA. Donc, c'est là la limite de la machine, entre guillemets, où il va falloir l'utiliser, encore une fois, en bonne intelligence et avec parcimonie. Pour l'instant, les textes générés par IA ne sont pas pénalisés par les moteurs de recherche. Je ne dis pas qu'ils pourraient l'être à l'avenir. Je dis juste qu'en termes de critères de bon référencement, on va toujours privilégier un contenu original et de bonne qualité. Donc c'est là aussi où vous devez avoir ce recul. Nous, on l'utilise d'une certaine manière pour, en tout cas, faire de la rédaction. Quand je dis nous, c'est moi et ma structure. Nous, généralement, on lui demande de nous aider sur des structures de pages, sur des structures de plans, sur une architecture de site, des choses comme ça. La rédaction, on la fera quand même nous, ou on la fera faire par le pro qui gère le site. Mais en tout cas, ce qu'on va recommander, c'est plus de s'aider, encore une fois, en demandant peut-être un plan, une structure de page qui est pour requête cible tel mot-clé, par exemple. Donc, on va plutôt l'utiliser comme ça, de façon à ce que ça nous aide à la décision,
plus que ça nous remplace en termes de vraie charge de travail. Déjà, est-ce que vous avez des questions sur la partie SEO? Ouais. Si on prend l'exemple d'un site internet qui est en construction, enfin qui est en train d'être développé et qui est déjà accessible sur le web, et donc que le SEO n'est pas forcément optimisé, en tout cas pas encore travaillé, est-ce qu'il y a des malus SEO si on passe un long moment sur un site qui n'est pas actif, qui ne génère pas forcément d'activité, qui est juste en train d'être fabriqué? Ou est-ce que c'est pareil en fait? Tu veux dire que ton site est en ligne, il n'est pas terminé d'un point de vue SEO, et il est quand même accessible par les moteurs? C'est ça, exactement. Il est indexé et tout ça, mais en fait on a décidé de prendre un peu plus de temps, mais qu'il soit indexé quand même. Et le contenu n'est pas de bonne qualité en attendant? Il est changeant en fait. Ok. Alors, on va recommander de partir sur une base qui soit optimale pour le SEO. Donc, en attendant, moi, ce que je te recommande, c'est de faire un mode de maintenance ou éventuellement, si tu veux quand même le rendre public, mais qu'il n'est pas optimisé SEO, bloquer l'accès au robot. C'est une commande particulière, c'est dans le fichier robot.txt. Oui. C'est une commande disallow, okay, en gros, qui va dire n'explore pas mon site le temps qu'il n'est pas optimisé pour le SEO. D'accord. Et le jour où tu l'as préparé pour l'optimisation, à ce moment-là, tu peux lancer l'accès au site d'un point de vue robot, du coup. Ok, merci. Yes. Il y a d'autres questions? On passe aux réseaux sociaux. Alors, concernant les réseaux sociaux, pareil, il y a plein de prompts à disposition que vous pourrez trouver de vous-même en faisant une petite recherche sur votre moteur de recherche favori. Soit, on va vous parler de quelques étapes clés. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait un calendrier éditorial à main levée? Ouais, ok. Et est-ce qu'il y en a parmi vous qui gèrent les réseaux sociaux de l'entreprise à laquelle ils bossent ou de votre entreprise? Ok. Donc oui, c'est à peu près équivalent. Donc oui, définir un calendrier éditorial, ça peut aussi faire partie du périmètre d'intervention, on va dire, pour l'outil d'IA générative. Donc là, vous avez un exemple qui a été fait sur Gemini, je crois, qui donne un rôle directement à l'outil. Tu es un expert en social media. Je souhaite lancer un compte Instagram pour promouvoir mes visites guidées street art dans Paris. Je souhaite parler des artistes, des quartiers et inciter les gens à réserver une visite guidée. Propose-moi sous la forme d'un tableau un calendrier éditorial pour les 4 semaines à venir. Donc là, c'est très précis dans le cadre. Je veux que ce soit les 4 semaines à venir. Tu es un expert des réseaux sociaux et je veux que tu parles de ces thématiques-là. Donc là, encore une fois, on a bien mis un cadre et du coup, ça correspond plus ou moins à ce dont on voulait. Il ne faut pas hésiter aussi à répondre à l'outil une fois qu'il nous a généré une réponse en lui disant « Je veux que tu me réédites ce résultat en ajoutant un ton humoristique, par exemple. » Ou à la façon rédigée à la façon de Molière, par exemple. Je vais pouvoir aussi comme ça ajouter un peu plus de cadre et un peu plus de prérequis. Ensuite, on va pouvoir parler des posts. Une fois qu'on a fait ce calendrier éditorial, on va pouvoir carrément rédiger des posts. Et donc, là, c'est un post plus visé au community manager, du coup. Donc, pas forcément un expert des réseaux sociaux, mais là, orienté création de contenu. Et donc là, ça va être tu es un community manager avec 20 ans d'expérience, retravaille ses publications avec un ton plus jeune et plus frais, adapté à la destination d'une cible 20-35 ans, régulièrement sur les réseaux sociaux. Et donc, il va me proposer ça avec le nom du post, la description, les hashtags, le visuel en description. Pareil pour LinkedIn, etc., etc. En termes d'outils, on vous a mis 2 IA génératives du coup, que vous connaissez. Et on a mis aussi Hootsuite. Il y en a qui connaissent? Non? C'est un outil qui permet de planifier et de centraliser la gestion de ces réseaux sociaux. Vous connectez toutes vos plateformes dessus, ça va vous permettre de faire du post géré sur une seule interface. Donc vous allez gagner du temps comme ça. Il n'y a pas que celui-là, il y a aussi Buffer, je crois. Enfin voilà, il y en a plusieurs. Le seul risque avec ces outils, enfin, l'avantage d'un côté, c'est que vous allez gagner du temps avec une seule interface. L'inconvénient, c'est que des fois, il se peut, en fonction du réseau social, que la portée de vos publications organiques soit légèrement réduite parce que vous ne passez pas par la plateforme native pour le faire. Donc, vous risquez des fois d'avoir un peu moins de visibilité, mais ça reste du cas par cas et ça s'analyse. Mais voilà, en tout cas, il peut y avoir une légère baisse de diffusion sur ça. On va pouvoir aussi diversifier son contenu visuel grâce à l'IA. Ici, on vous a mis des outils. Je pense que le premier, vous le connaissez tous, c'est Canva. Il faut savoir que désormais, ils ont rajouté une dimension IA à l'intérieur de l'outil qui va vous permettre de détourer de façon vraiment
bluffante désormais grâce à l'IA, de générer aussi des images. On va pouvoir, il y a un moteur de recherche de visuel à l'intérieur de Canva désormais pour pouvoir générer des images par IA, générer des images au format 3D, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Il y a aussi Runway, il y en a d'autres, il y a des génératives, il y a Midjourney, des choses comme ça. Pareil, je vous laisserai faire les recherches de vos côtés pour trouver les outils qui correspondent le mieux à votre besoin. Il y a aussi... Oui, pardon monsieur. Non, généralement c'est exportable en PNG. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des formats exportables sur du format imprimante 3D, sauf sur des versions payantes des outils, éventuellement. Mais oui, il doit y avoir sur des versions payantes. Non, quand je disais des images 3D, par exemple, sur Canva, c'est plus... c'est pas de la vraie 3D déjà, hein, c'est des aspects 3D, mais du coup c'est du PNG à la sortie. Mais il y a peut-être des outils qui le font que je ne connais pas personnellement, à creuser. Il y a aussi des outils, celui-là je voulais vous le montrer, il est assez bluffant, c'est Agen. Il y a une vidéo de présentation qui est plutôt pas mal. Donc vous l'avez compris, c'est un outil qui permet de générer un avatar qui va présenter, pitcher votre contenu 100% généré par IA. Donc ce visage, en fait, il vous paraît normal, mais en fait, c'est une personne virtuelle. Donc c'est assez bluffant, je trouve. Ça permet de faire des contenus vidéo originaux. Ça permet de vous donner de créer un avatar sur mesure par rapport à, je sais pas, la taille du nez, la couleur de peau, etc. Et donc je vais pouvoir personnaliser comme ça un avatar qui va parler de mon projet. Donc plutôt sympa. La version free vous permet de faire quand même des vidéos. Je crois qu'il y a 3 vidéos par mois gratuites en plus, donc ça peut vous permettre de tester. Je trouvais plutôt sympa de vous montrer ça. Je vous en ai mis d'autres, mais celui-là, voilà, c'était le côté waouh de l'outil qui est assez bluffant. Voilà. Vous avez Risc pour traduire le son de vos vidéos, Magic pour faire les sous-titres, qui est vraiment pas mal d'ailleurs. Et ensuite Vidéo, qui permet de transformer les vidéos longues en format short, réel, TikTok, donc le format vertical qui est le plus en vue en ce moment. Pareil ici, je vous ai mis d'autres outils, par exemple pour raconter une histoire, faire une démo, un témoignage, transformer une image d'un article de blog en vidéo, des choses comme ça. Donc là, vous avez 2 outils, vous avez Flicky et Pictory qui vont vous permettre ça. Ah, vous vouliez une photo peut-être? Voilà, je reviens. C'est bon. Ensuite, on va parler de communication. Par rapport à votre stratégie marketing, c'est important de pouvoir échanger avec son audience. Pour ça, on vous a listé quelques outils qui vont vous permettre de faire de l'emailing. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà lancé une stratégie d'emailing? Ok. Un peu moins nombreux du coup que le reste. Il faut savoir que l'emailing, c'est un très bon moyen de faire de la rétention utilisateur. Souvent, on se casse la tête pour faire de l'acquisition client. Et en fait, on constate que si on faisait plus de rétention, on ferait tous de meilleurs chiffres. Et en fait, on se dit que l'acquisition client est la clé, alors que souvent, c'est la loi des 80-20, elle s'applique ici, c'est que 20% de vos clients seront 80% de votre chiffre d'affaires. Et pour que ce soit le cas, il faut faire de la rétention utilisateur, de la rétention client. Un client qui a déjà acheté chez vous, il est beaucoup plus enclin à réacheter parce qu'il vous connaît, parce qu'il vous a déjà fait confiance une fois, il a déjà vu tout votre pitch de vente, tout votre scénario. Et donc, c'est intéressant de toucher à nouveau ces personnes. Et pour ça, l'email, c'est un très bon moyen de les conserver. On vous a mis quelques outils qui sont plus ou moins proches. HubSpot, ActiveCampaign, Mailchimp, Brevo. Je pense que Brevo et Mailchimp, vous devez les connaître, HubSpot aussi. C'est des outils qui sont souvent en version freemium, qui permettent d'envoyer un certain nombre d'emails avec des scénarios d'automatisation, comme un scénario de panier abandonné, un scénario de newsletter, des choses comme ça, où on va pouvoir en fait dire, à partir du moment où l'utilisateur remplit un formulaire, fait un achat, ajoute au panier, on va pouvoir faire des scénarios comme ça qui enverront des emails un peu automatisés et personnalisés par rapport aux utilisateurs. C'est un outil qui est puissant et pour le B2C et pour le B2B. Donc ça s'adapte vraiment à tout type de structure. Ici, on vous a mis un prompt qui permet d'envoyer des emails. C'est tu es un expert du marketing digital et de l'emailing. Tu maîtrises des techniques de rédaction, de copywriting qui permettent de créer des objets de mail et des contenus impactants pour favoriser la transformation de prospects en clients. Je suis un coach en RH et j'ai besoin que tu m'accompagnes. Et donc, tu vas pouvoir rédiger un email, par exemple, à ma base client. Et donc ici, on va pouvoir se servir de ce prompt à des finalités d'envoi de newsletter, d'emails de fidélisation, d'emails promotionnels, d'emails de relance. Contrairement à ce que je vous ai dit précédemment sur le SEO, où on va se devoir de faire du contenu original, engageant pour les utilisateurs,
Là, pour le coup, ces IA génératives vont vous permettre de vous proposer plein de choix, parce que ça, en soi, ce prompt, il peut être adapté pour rédiger un email comme 100 emails. Et donc, en fait, on se transforme plus en directeur marketing, où on a notre assistant virtuel qui va pouvoir nous proposer plein de versions qui correspondent à mon besoin. Et moi, en fait, en tant que directeur marketing, je vais pouvoir juste avoir à choisir les éléments qui me plaisent, des éléments qui ne me plaisent pas, affiner mes prompts pour avoir les meilleurs résultats possibles et donc avoir juste à choisir ou à modifier que quelques éléments et donc gagner du temps. Donc ça, au quotidien, ça peut être vraiment intéressant. On va aussi pouvoir prospecter plus rapidement grâce à l'IA. Donc là, on est plus sur des démarches de B2B. On va pouvoir, par exemple, utiliser Wallaxy. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est une extension Chrome qui permet d'automatiser avec LinkedIn les envois de messages, les visites de profil, etc. Et donc, ça permet de faire un gros tri. Et en plus, si on le couple avec d'autres outils, je pense à Make ou à Zapier, par exemple, on va pouvoir comme ça carrément se créer un petit CRM maison qui va ajouter les personnes de notre secteur d'activité sur une zone géographique. Par exemple, je veux tous les directeurs marketing de la ville de Toulouse. Je vais pouvoir faire mon rédactionnel comme ça sur Wallaxy. Derrière, Wallaxy va piloter notre compte LinkedIn à notre place, visiter des profils, les ajouter, leur envoyer un message après X jours. Et donc derrière, dès qu'on a une réponse à notre premier message de prospection, on va pouvoir faire des règles avec d'autres outils pour renseigner et envoyer les profils dans, par exemple, un tableur, et ce tableur, le réutiliser pour faire de l'emailing derrière, etc. Donc voilà, il y a plein de tutos sur Internet pour faire un paramétrage de Wallaxy sur LinkedIn pour ceux que ça intéresse. Donc vous allez juste sur YouTube et Wallaxy tutoriel, vous aurez de quoi vous amuser. Et donc pareil, quand on fait du coup un paramétrage Wallaxy, on va pouvoir du coup rédiger votre message de prospection, demander à ChatGPT carrément 10 versions du message avec une version plus accrocheuse, une version plus orientée commerciale, une version plus orientée promotionnelle et faire des A/B tests aussi. Parce que quand on est sur de la prospection, on va pouvoir peut-être contacter 50, 100 personnes par jour. Donc à la fin du mois, on a peut-être 3000 personnes qui sont sur notre base. Et donc, en fait, sur 3000 messages envoyés, on peut en envoyer 100 d'une version, 100 d'une autre, 100 encore d'une autre, et voir un peu les réponses qu'on va avoir, le taux de réponse qu'on va avoir. Et donc, grâce à ça, du coup, garder les meilleures versions et appuyer dans un sens. Si je vois que mon audience, elle est plus orientée sur un aspect message promotionnel, ben dans ce cas-là, je vais appuyer dans ce sens, etc. Oui, monsieur. Pour revenir un petit peu en arrière, Ouais. sur la slide d'avant, sur le prospecting, on peut charger nos prospects et faire du lookalike modeling. Oui, on va pouvoir uploader une liste d'emails que vous avez déjà. Ouais. Le seul critère, par contre, c'est qu'il va falloir que les emails que vous uploadez soient les emails des comptes des utilisateurs. Oui. C'est ça la limite, juste. Mais oui, c'est possible. Mais par exemple, si l'idée que vous avez donnée, si on commence de Toulouse, on a les directeurs commerciaux de Toulouse, on peut dire faites le même lookalike modeling pour la France ou pour les directeurs commerciaux de l'Europe ou quelque chose comme ça. Sur une zone géographique, oui, en fait, on peut tout à fait l'étendre. C'est juste que derrière, il y aura une version qui sera plus chère de l'outil. Oui. Mais en tout cas, l'étendre de façon géographique par rapport à un type d'audience, ouais, c'est tout à fait possible. Okay. Donc voilà, pareil, je ne détaille pas, mais on peut utiliser aussi des chatbots pour échanger sur notre site web. Et donc, comme ça, gérer, on va dire, toutes les interactions avec nos prospects. Ici, on va aussi pouvoir automatiser les tâches répétitives grâce au chatbot, notamment l'expérience client, augmenter les ventes pour pouvoir, par exemple, répondre et faire de l'interaction avant-vente sur votre site internet, par exemple. On va aussi pouvoir faire de la collecte de données avec des questions intelligentes posées à l'utilisateur pour que derrière, ça puisse emmagasiner dans une base de données les informations du prospect qui pourrait visiter votre site. On vous a mis une petite méthodologie. Bien sûr, on le rappelle, quelle que soit la tâche, l'humain est nécessaire à chaque étape. Donc l'idée, c'est de ne pas se faire remplacer par les robots. On n'est pas dans iRobot, mais le but, c'est plus de rester sur un pilotage, sur un regard stratégique et d'intervenir à chaque étape sur les éléments qui ont le plus de valeur pour laisser travailler la machine pour les tâches qui sont dites chronophages. Donc par exemple, de la rédaction de messages promotionnels, rédiger 50 versions d'un même message avec des tons différents, ça peut être très vite répétitif et ennuyeux. Du coup, l'idée, c'est que l'outil
pallie ce problème-là. Et derrière, du coup, qui puisse nous laisser du temps pour la réflexion, l'organisation et le pilotage de la stratégie. Donc ici, on a mis quelques étapes. La première, c'est l'entraînement. L'humain s'assure de fournir les bons prompts. Et donc, c'est d'apprendre de ses erreurs et d'apprendre aussi du prompt qui a fonctionné et d'appuyer dans ce sens. Donc pour ça, c'est ce que je vous disais un peu, c'est de se dire, si j'ai pas eu la bonne réponse, c'est peut-être parce que j'ai pas assez précisément formulé ma requête. Et donc, je vais essayer de l'améliorer, de la préciser, de déterminer un meilleur cadre. Oui, monsieur. Alors, est-ce que l'IA analyse notre marge de progression à ce niveau-là ? Pas forcément, c'est plus à vous. L'IA ne va pas savoir la qualité de la réponse qu'elle va vous donner, étant donné que vous ne la notez pas plus que ça. Alors, ça va entraîner le moteur à l'intérieur, ça va entraîner l'algorithme qui génère des réponses. De là à savoir à quelle fréquence elle s'améliore, quand est-ce qu'elle s'améliore par rapport au feedback que vous avez donné, je ne saurais pas vous dire. Ça peut être lié aux mises à jour de version, on va dire. Mais est-ce que ça a été pris en compte ? Est-ce que votre feedback a été pris en compte plus que... je ne sais pas. Donc en fait, je ne saurais pas vous dire à quel point ça permet d'apprendre. Mais au niveau macro peut-être, en tout cas, ça ne va pas adapter la réponse par rapport à un utilisateur. C'est-à-dire que chaque utilisateur, normalement, est censé avoir la même version. En tout cas, à version équivalente, est censé avoir la même efficacité. Oui, c'est ça. Donc une fois qu'on a fait les entraînements, on va faire des tests. Donc l'humain, il va s'assurer que les résultats sont corrects et vérifiables. Et donc là aussi, c'est excessivement important, notamment quand vous faites un plan d'article de blog, etc. Si vous commencez à rédiger par IA, il faut toujours vérifier les sources. Ça aussi, c'est quelque chose auquel les outils peuvent des fois être en défaut. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément vous citer les bonnes sources. Donc, il ne faut pas hésiter justement à demander en creusant sur telle ligne, sur telle information que tu m'as donnée, sur quelle source te bases-tu, pour lui demander justement la source. Et des fois, il se peut justement que l'information ne soit pas bonne. Donc, vérifier les sources et vérifier notamment quand il y a des chiffres, quand il y a des vérités absolues, comment le faire. On arrive à la fin de cet atelier. Pardon, je n'ai pas du tout terminé. Sur l'utilisation, du coup, l'humain va se concentrer du coup, sur ce que je vous disais, sur les tâches qui ont la plus grande valeur ajoutée. L'analyse, du coup, l'humain va tirer des conclusions des rapports générés par l'IA. Et l'amélioration, du coup, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, il faut utiliser l'outil et l'éprouver pour pouvoir réagir au mieux. Du coup, on arrive à la fin. Je vais juste vous parler, donc vous remettre le QR code, le lien, etc. sur la chaîne YouTube. Donc, la chaîne YouTube, régulièrement, on fait des lives, on fait des vidéos qui parlent de marketing digital dans son ensemble. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir dessus. Monsieur ? L'IA peut-elle être utilisée comme un annuaire justement pour d'autres IA? Ou est-ce que ça se cannibalise, ça se fait en concurrence? Est-ce qu'il y a une IA qui va... Si je lui demande, sors-moi un annuaire de tel et tel, pour des outils tel et tel comme ça, est-ce qu'elle est autorisée par... Oui, est-ce qu'elle va parler des autres IA? Voilà, ouais, je comprends. Je comprends la question. Très bonne question. Pour le coup, je suis pas habilité à répondre à ce genre de questions. C'est trop avancé pour ma simple connaissance de mortel. Par contre, j'ai écouté un podcast récemment sur ce sujet, justement. Est-ce que les IA pourraient communiquer entre elles? Il y a des tests qui ont été faits aux États-Unis sur des IA en fait, qui sont capables de créer une langue qu'elles seules peuvent comprendre pour pouvoir communiquer plus efficacement qu'avec le langage anglais, français, etc. Pour ça, je vous invite à écouter le podcast. C'est de Génération Do It Yourself avec Yann Lequin. C'est un Français qui est directeur de l'IA chez Meta depuis 10 ans, je crois. Et le podcast, c'est super bien, il parle de ça, pour le coup. Je vous remets ici, du coup, les actualités. On est aussi sur LinkedIn. Je remets la chaîne et je remets le numéro du téléphone de la hotline. Et normalement, on a un bon timing. Merci à tous.